Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce qu'avec l'amélioration graduelle, lente, mais graduelle de la situation au plan économique, l'intérêt de l'or en tant que valeur refuge ne va pas considérablement diminuer? Et est-ce que donc les perspectives de l'or en tant que placement ne s'en trouvent pas un peu assombries? Alors, ce n'est pas notre conviction. Chez Ophi Asset Management, on pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Pourquoi? Il faut revenir sur la base. On parle toujours de valeur refuge, mais en fait, il faut revenir sur les bases de ce que ça veut dire. L'or est un actif qui a un défaut pour beaucoup d'investisseurs, c'est qu'il n'a pas de rendement. Quand vous achetez une action, vous avez un dividende. Quand vous achetez une obligation, vous avez un coupon. Quand vous achetez un immeuble, vous avez un loyer. Quand vous achetez de l'or, vous n'avez rien de tout ça. Donc c'est un placement un peu inutile. La seule chose que vous pouvez viser, c'est l'appréciation de ce placement. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que l'intérêt pour l'or va être inversement proportionnel au niveau de rendement des autres classes d'actifs. Donc surtout par rapport au taux. Et il s'est passé quelque chose d'un peu particulier il y a maintenant un peu plus de 5 ans, c'est qu'on a commencé à avoir des obligations qui délivraient un taux d'intérêt négatif. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque chez Ophi Asset Management la théorie de la relativité financière. Un certain nombre d'acteurs ont commencé à se dire que l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais que finalement aujourd'hui, rien, c'est mieux que moins que rien. Et donc on a commencé à avoir de plus en plus d'investisseurs s'intéresser à l'or. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un lien direct entre les perspectives d'appréciation du cours de l'or et le niveau des taux d'intérêt, et pour être plus précis, des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire ce que vous encaissez réellement, c'est-à-dire les taux nominaux fixés par les banques centrales, moins l'inflation qui va venir grignoter votre capital. Et aujourd'hui, nous, on pense que ces taux d'intérêt réels vont rester bas, voire continuer à baisser dans les mois et les années qui viennent. À court terme, ça s'est inversé. C'est pour ça que les prix de l'or ont baissé, parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a cette amélioration économique que les investisseurs ont voulu jouer et qui ont poussé les taux nominaux à la hausse, alors même que pour l'instant, l'inflation n'a que partiellement ressurgi, ce qui fait que les taux réels ont remonté et donc un peu moins d'intérêt pour l'or. Pour nous, cette situation n'est pas tenable pour plusieurs raisons. La première, c'est que, évidemment, l'endettement des États aujourd'hui est à un niveau tel qu'une remontée des taux d'intérêt peut coûter très cher. Ouais, elle semble impossible. Je vais prendre l'exemple des États-Unis. 120% de dette sur PIB à la sortie de cette crise. Les États-Unis ont cette année 8 000 milliards de dollars de dette à refinancer, soit à peu près 40% de leur PIB. Quand vous avez 40% de votre PIB à refinancer et que les taux montent de 1%, eh bien ça veut dire que vous allez payer en intérêt supplémentaire sur votre dette, à cause de cette hausse de 1%, 0,4% du PIB du pays. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tolérer à court terme, mais pas à long terme. Donc pour moi, la Réserve fédérale devra de toute façon, d'une certaine façon, piloter cette hausse des taux, parce que sinon elle sera intenable pour les États. Pourtant, là, on a une tension sur les taux longs américains. Tout à fait. Mais quand je dis piloter, la Réserve fédérale pourrait par exemple remettre en place une mesure qu'elle avait mise il y a quelque temps qui s'appelait l'opération Twist, qui consistait, parce qu'à l'autre bout de la courbe, on ne regarde pas, mais les taux courts, eux, sont presque en négatif. Or, la Réserve fédérale avait dit qu'elle ne voulait pas de taux négatifs. Donc ce que pourrait faire la Fed, c'est soutenir les taux sur le court terme en vendant des obligations sur le court terme, et à l'inverse, acheter des obligations sur le long terme pour essayer de dépantifier la courbe des taux en permettant aux taux courts de remonter un petit peu et aux taux longs de rebaisser un petit peu. Ça permettrait aux taux de se détendre. Et puis, à côté de ça, la Réserve fédérale a parlé hier et Jerome Powell a redit que les taux d'intérêt ne remonteraient pas avant 2023 et qu'il pouvait accepter des hausses temporaires de l'inflation au-delà des 2% qui sont l'objectif de long terme de la Fed. Donc, je rappelle, l'or va s'apprécier si les taux réels baissent. Les taux nominaux, la Fed vient de nous dire qu'ils allaient rester bas. Et puis, il va falloir qu'ils ne restent pas trop, parce que là, on arrive sur des niveaux où si les taux continuent à augmenter, le rendement de ces obligations sans risque va dépasser le rendement des dividendes du S&P 500. Donc vous avez un gros risque de voir une sortie des marchés actions vers les marchés obligataires. Et ça, la Fed l'a redit aussi hier, c'est a priori quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc, Oui, à cause de l'effet richesse. exactement. Donc on a clairement des éléments qui permettent de penser que les taux nominaux vont rester bas. Et nous, on pense aussi que l'inflation va... en tout cas, les anticipations d'inflation ont de bonnes raisons de remonter, ce qui pousserait les taux réels
à nouveau à la baisse. Alors la Fed l'a dit, elle envisage une poussée inflationniste brève, éphémère, mais est-ce que dans votre scénario, cette inflation qui reviendrait et qui donc ferait baisser les taux d'intérêt réels serait durable? Alors je pense qu'elles sont sans doute plus durables et plus structurelles que ce que pense la Fed. Alors pourquoi? Simplement parce que, enfin, il y a plusieurs raisons. On va les prendre dans l'ordre. La première, c'est une raison conjoncturelle. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Les prix des matières premières, il y a un an, on était au début de la crise sanitaire. Ces prix se sont effondrés. Il y avait une très forte baisse de la consommation, donc baisse des prix des métaux, baisse des prix du pétrole, effondrement même des prix du pétrole qui sont passés en négatif aux États-Unis. Donc on a un effet de base cette année avec un prix du pétrole qui est à 70 $. Les métaux, 70% de la consommation de métaux vient d'Asie du Sud-Est aujourd'hui. Et l'Asie du Sud-Est est repartie beaucoup plus vite que les pays occidentaux. Donc les prix des métaux sont en très forte hausse aussi. Et puis les produits agricoles aussi sont en forte hausse parce qu'on a eu plusieurs incidents climatiques sur des grosses zones de production pendant les dernières récoltes. Et donc tout ça va pousser les prix à la hausse. Première raison conjoncturelle. Deuxième raison conjoncturelle, c'est une raison que mentionnait un organisme de place il y a quelques jours dans un article. Les indices des prix à la consommation aux États-Unis, ce qu'on appelle le Core CPI, donc l'indice des prix cœur, est composé pour 32% des loyers américains, qui se décompose en 24% de loyers qu'on appelle fictifs, entre guillemets. Vous savez, c'est des gens qui se louent à eux-mêmes leurs biens pour financer éventuellement un crédit à la banque, et 8% qui sont des loyers réels. Depuis le début de la crise, les augmentations de loyers sont bloquées et les expulsions sont interdites. La question qui se pose, c'est en sortie de crise, alors que l'immobilier, les prix de l'immobilier ont progressé de 16% depuis le début de la crise, que va-t-il se passer sur les loyers? Et ce blocage des loyers a permis de ramener l'inflation cœur de 3,6 à 1,5. Donc vous voyez, si on a un phénomène de rattrapage en sortie, là aussi on peut avoir un effet conjoncturel assez important qui peut vraiment faire remonter les anticipations d'inflation. Deuxième raison conjoncturelle. Ensuite, on passe sur des raisons plus structurelles. La première, c'est une raison que je pense que pour l'instant peu de gens voient venir, c'est la transition énergétique. Je pense que la transition énergétique sera très inflationniste, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que le pétrole et les énergies fossiles, d'une façon générale, ne sont pas des énergies vers lesquelles on est allé par dépit. On les a choisies parce qu'elles avaient une grosse qualité, c'est qu'elles sont extrêmement denses en énergie. C'est-à-dire que dans un litre de pétrole, vous avez 10 kWh d'énergie. 10 kWh d'énergie, c'est à peu près l'énergie que vous avez dans les bras de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. Donc ça a changé notre vie, ça a entraîné une productivité énorme qui a permis les gains de croissance qu'on a pu connaître ces dernières années. Bon, vous pouvez inventer ce que vous voulez, l'énergie contenue dans le vent et dans le soleil est beaucoup moins dense. Et capter une énergie moins dense est plus difficile et donc plus cher que de capter une énergie dense. Voilà. Donc déjà la captation des énergies peu denses est plus chère. Et puis il y a un deuxième facteur important, c'est que ces énergies renouvelables, vers lesquelles on est en train de se tourner, à juste titre, hein, pour des raisons de décarbonation, sont des énergies dites en physique fatales et dites de façon plus commune intermittentes. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas quand on en a besoin, elles produisent quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Et donc, un réseau électrique se doit d'être en permanence à l'équilibre entre l'offre et la demande, sinon il tombe. C'est le blackout. Donc, vous devez prévoir des solutions pour que, au moment où il n'y a pas de vent ou pas de soleil et où vous avez besoin d'énergie, vous puissiez quand même produire. Il se trouve que le pic de consommation en Europe se situe généralement en hiver et généralement à 19h quand les gens rentrent chez eux. Il ne vous aura pas échappé que l'hiver à 19h, il fait plutôt nuit. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas compter sur l'énergie solaire. Ce qui vous aura peut-être échappé, c'est que l'hiver à 19h, s'il fait très froid, c'est généralement que vous avez une journée très ensoleillée, une très belle journée d'hiver. Pourquoi? Parce que les nuages, c'est de la vapeur d'eau, et c'est un gaz à effet de serre, la vapeur d'eau. Et donc, il joue une espèce de bouclier qui retient la chaleur près du sol. Donc, quand il fait très froid l'hiver, généralement, c'est parce que vous n'avez pas de nuages. Si vous n'avez pas de nuages, c'est parce que vous avez un anticyclone. Si vous avez un anticyclone, généralement, vous n'avez pas de vent.
Donc ça veut dire que le moment où vous avez le plus besoin d'électricité en Europe, en hiver, c'est un moment où vous ne pouvez compter ni sur l'éolien ni sur le solaire, d'une façon générale. Donc il faut doubler Je vos schématise. capacités. Donc ça montre, on a un très bon exemple sous la main, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, depuis 2004, a décidé de faire sa transition énergétique. En 2004, l'Allemagne avait à peu près 100 gigawatts de capacité installée. Alors ça ne vous parle pas forcément, mais retenez ce chiffre. Ils avaient 100 installés de centrales à charbon, centrales à gaz, centrales au fioul, centrales nucléaires. Depuis, ils ont développé 100 d'énergie renouvelable, éolien et solaire. Eh bien, aujourd'hui, il leur reste malgré tout toujours 100 d'énergie pilotable. Alors, ils ont fermé du nucléaire, ils ont ouvert essentiellement du gaz à la place, mais ils ont été obligés de garder la même capacité Oui, pour c'est ce pouvoir que je répondre à disais. ces Ils ont points. doublé les capacités finalement Exactement. pour pouvoir répondre aux fluctuations Exactement. de la demande. La conséquence, c'est que le prix de l'électricité en Allemagne aujourd'hui est à peu près 2 fois plus cher que le prix de l'électricité en France, alors même que le prix de l'électricité en France a augmenté de 50% sur les 10 dernières années. Donc, cause plus structurelle, la hausse des prix de l'énergie et notamment l'impact de la transition énergétique. Et puis le dernier point structurel qui pour moi change beaucoup de choses, c'est que tout le monde dit qu'il y a des pressions déflationnistes qu'on a connues après la crise financière et qui ont empêché le développement de l'inflation. Je pense qu'on est dans une situation un peu différente. Pourquoi? Parce que la façon dont on est sorti de la crise sanitaire est très différente de la façon dont on est sorti de la crise financière. La crise financière, on a utilisé essentiellement des moyens monétaires. Donc c'était les banques centrales qui, voyant l'économie ralentir, ont baissé les taux pour soutenir l'économie avec une facilité de crédit plus importante et qui ont injecté de l'argent dans les banques commerciales de façon à ce que ces banques commerciales, par l'octroi du crédit, créent de la monnaie et injectent la monnaie dans l'économie réelle. À l'époque, la situation était suffisamment anxiogène et les banques se faisaient peu confiance. Il y avait un gros problème de stabilité à cause de la crise des subprimes notamment, qui fait que l'octroi de crédit n'a pas été si important que ça. Et donc cet argent créé par les banques centrales et injecté dans les banques commerciales n'est jamais arrivé dans l'économie réelle. Donc pas vraiment d'inflation. La façon dont on sort de la crise sanitaire est très différente. C'est qu'en plus de ces moyens monétaires qu'on continue à utiliser, mais je dirais dans une moindre mesure, parce que les taux étant plus bas, les impacts sont peut-être un peu moins importants, on a mis en place des moyens budgétaires et fiscaux. Et ça change tout. Alors je parle de quoi? Je parle de ce qui est déjà arrivé et qui va arriver, je crois, aujourd'hui aux États-Unis, c'est les chèques envoyés directement aux Américains. Ça, c'est de l'argent injecté dans l'économie réelle. Pour l'instant, cet argent est épargné, mais on connaît le caractère consumériste des Américains, qui fait que, très probablement en sortie de crise, une fois la confiance rétablie, cet argent sera dépensé et mettra une pression inflationniste sur les prix. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme qui a été mis en place pour soutenir l'emploi, les mesures de chômage partiel, qui fait qu'aujourd'hui, une grosse partie des Américains est payée essentiellement par l'État. Ces mesures, là encore, constituent des injections d'argent dans l'économie réelle qui se retrouveront en sortie de crise une fois la confiance revenue. Troisième mesure, très importante, c'est la mesure mise en place pour soutenir les entreprises. C'est ce qu'on a appelé les prêts garantis aux entreprises. Et cette mesure est importante parce que là aussi, c'est de l'injection directe d'argent dans l'économie réelle, mais aussi parce que je pense que les États ont compris que ces soutiens aux entreprises était un vrai changement pour elles. Ça leur permet de piloter la création monétaire? C'est ça. Normalement, un État qui ne peut pas créer de l'argent, il doit demander à la Banque centrale de faire des injections de liquidités et par le crédit, ces injections de liquidités vont se retrouver dans l'économie réelle. Là, l'État commande aux banques commerciales de prêter de l'argent aux entreprises. Et donc, l'État reprend la main sur la création monétaire, ce qui est assez inédit. Et ça, je suis persuadé qu'ils l'ont bien compris. Et puis, il y a un deuxième avantage, c'est que l'État fait des prêts garantis aux entreprises. Et donc, elle injecte de l'argent dans l'économie réelle sans augmenter son endettement, puisqu'il ne s'agit que d'une garantie. Et là aussi, quand vous êtes endetté à des hauteurs, comme c'est le cas en ce moment aux États-Unis ou dans la plupart des pays occidentaux, eh bien, ça peut avoir un intérêt pour vous. Donc, je pense que ces mesures seront probablement réutilisées. Donc, on a deux mesures conjoncturelles, l'impact des loyers, l'impact des matières premières, deux mesures structurelles, la transition énergétique et les mesures budgétaires et fiscales. Tout ça nous fait penser que l'inflation pourrait remonter. Alors je ne vous dis pas que l'inflation va monter à 10%, ce n'est pas l'idée. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont autour de 2%, et pour moi, on peut aller vers 3%, peut-être 3,5%, ce qui en plus est un niveau dont la Fed nous a dit qu'elle était capable de l'accepter pendant quelques temps, sans augmenter ses taux. Alors taux qui ne bouge pas, inflation qui augmente de 1 ou 1,5%, ça veut dire taux réel qui baisse de 1 ou 1,5%. De ce qu'on constate, du lien qui existe entre les taux réels et l'or,
ça veut dire que l'or a un potentiel d'appréciation de 25 à 30%. Euh, C'était PIMCO qui avait voilà, établi une PIMCO avait, corrélation entre les taux d'intérêt réels, enfin la variation des taux d'intérêt réels et les fluctuations de C'est l'or. ça. Alors nous, chez OFI, on avait fait cette étude il y a quelques années, et PIMCO a sorti un papier à peu près à la même période dans lequel il disait, nous, chez PIMCO, on considère l'or comme un actif à duration longue, de duration 27. Dit autrement, ils avaient quantifié ce lien, nous on regarde ça plutôt en corrélation, ils avaient quantifié ce lien en disant 1% de variation sur les taux réels se traduit en gros, en moyenne, par 27% de hausse ou de baisse des prix de l'or en fonction de si on a une hausse ou une baisse des taux d'intérêt. Donc, ça nous ferait un potentiel. Alors, ça nous ferait un potentiel. Donc, pour nous, il est très probable que l'or redépasse les plus hauts historiques qu'il a connus l'année dernière, autour de 2070 $ l'once. Et ça pourrait nous emmener, on va dire, jusqu'au niveau de 2300 $ l'once, on va dire dans les 12 prochains mois, on va dire d'ici début 2022, une fois que la situation sera un peu repartie. Donc un beau potentiel pour Un très beau l'or potentiel selon de vous. hausse. Et on a bien noté que pour vous, la clé, c'était vraiment l'inflation et évidemment l'impact sur les taux d'intérêt réels. Donc, Exactement. et vous croyez au retour de l'inflation. Et ça, c'est aussi une donnée importante. Benjamin, merci. Merci Vincent.